Bienvenue dans Euronews Soir, votre rendez-vous d'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce vendredi 19 juillet. 25 ans après le naufrage du ferry l'Estonia, la justice française a tranché. Les rescapés et proches des victimes ne seront pas indemnisés. Dans l'actualité également, les tractations pour trouver un successeur à Christine Lagarde à la tête du Fonds monétaire international. Et puis nous verrons que 50 ans après les premiers pas sur la Lune, les instruments déposés sur le sol lunaire servent toujours à la recherche scientifique. Je vous le disais en titre, 25 ans après le naufrage meurtrier de l'Estonia, ce ferry qui reliait l'Estonie à la Suède, la justice a tranché sur les demandes d'indemnisation des rescapés et des proches de victimes. 852 personnes sont mortes dans ce drame. Le rappel des faits par Maxime Bios-Duplan. Les demandes d'indemnisation des familles de victimes du naufrage de l'Estonia ont été rejetées par la justice française. Ce ferry avait coulé en mer de Finlande en septembre 1994, faisant 852 victimes, la plus grave catastrophe maritime depuis le Titanic. Plus d'1 millier de demandeurs réclamaient au bureau français de vérification Veritas et au constructeur allemand de bateaux Meyer Werft la somme de 40 millions d'euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. La preuve de l'existence d'une faute lourde ou intentionnelle imputable aux deux défendeurs n'a pas été apportée, relève le tribunal. Il a retenu l'application du droit suédois qui, en matière de responsabilité civile délictuelle, est beaucoup plus sévère que le droit français, puisqu'il exige soit une faute volontaire, soit une faute lourde. Et le tribunal a considéré que ces deux types de fautes n'existaient pas en l'espèce. Après le drame, l'armateur estonien Estline avait indemnisé les familles pour le préjudice matériel à hauteur de 130 millions d'euros. Le naufrage avait eu lieu par une nuit de tempête. C'est une défaillance du système de verrouillage des portes de l'avant du navire qui serait à l'origine du drame. Le bateau gît toujours par 85 mètres de fond. Les autorités scandinaves considérant le site comme un sanctuaire ayant toujours refusé de renflouer l'Estonia. Venons-en à cette décision de justice difficile à supporter pour 350 familles de victimes de Srebrenica. La Cour suprême des Pays-Bas a réduit la responsabilité de l'État néerlandais dans la mort de plusieurs centaines d'hommes musulmans lors du massacre de 1995. Christelle Pétron-Gary. La Cour suprême des Pays-Bas dédouane en partie l'État néerlandais dans la mort de plusieurs centaines de musulmans lors du massacre de Srebrenica. Mais pour les juges, les casques bleus néerlandais auraient pu permettre aux victimes de rester dans l'enceinte de l'ONU. Les casques bleus néerlandais ont privé ces réfugiés masculins de la possibilité de rester en dehors des mains des Serbes de Bosnie. Comme la Cour d'appel l'a jugé, c'était illégal parce qu'à ce moment-là, ils savaient que ces réfugiés risquaient sérieusement d'être maltraités et assassinés et que tout devait être fait pour empêcher cela. Pour les proches des victimes qui se battent depuis des années pour faire reconnaître la responsabilité des Pays-Bas, c'est la douche froide. Personne au monde ne peut faire disparaître ce qu'on a dû vivre. Nous sommes les témoins vivants. Nous savons quel rôle les soldats néerlandais ont joué et ce qu'ils ont fait. Je sais qu'ils auraient pu sauver des gens, y compris mon fils. L'enclave de Srebrenica, limitrophe de la Serbie, était placée sous la protection de l'ONU lorsqu'elle a été prise par les forces serbes de Bosnie en juillet 1995. Les casques bleus néerlandais avaient recueilli des milliers de réfugiés dans l'enclave des Nations Unies, mais submergés, ils avaient permis aux Serbes de les évacuer. Les hommes et les garçons avaient alors été séparés et mis dans des bus. Au total, près de 8000 d'entre eux ont été tués. Les tensions entre Téhéran et les pays occidentaux ne faiblissent pas. La Cour suprême de Gibraltar annonce qu'elle prolonge de 30 jours la mobilisation du tanker iranien Grace One qui transporte 2 millions de barils de brut.
Le pétrolier iranien Grace One va rester immobilisé 30 jours de plus à Gibraltar. Ainsi en a décidé la Cour suprême du territoire britannique. Téhéran continue de nier qu'il transportait du brut à destination de la Syrie. Le Premier ministre de Gibraltar a rencontré des responsables iraniens pour désamorcer la situation. Je suis heureux d'annoncer à la Chambre que la réunion a été à la fois constructive et positive. À chaque étape, nous avons souligné la nature distincte de la juridiction de Gibraltar et l'indépendance de la Cour suprême de Gibraltar, ainsi que l'importance du respect de la légalité dans un état de droit. Le tanker iranien a été arraisonné début juillet au large de Gibraltar avec à son bord 2 millions de barils de brut. Téhéran dénonce un acte de piraterie. Cette immobilisation attise les tensions diplomatiques entre l'Iran et les puissances occidentales. En France, les centaines de tonnes de plomb fondues dans l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris présentent-elles un risque sanitaire pour les enfants des écoles alentours et les habitants du quartier? On voit ça avec Julien Pavy. 3 mois après l'incendie de Notre-Dame, la mairie de Paris souhaite éteindre la polémique concernant d'éventuels risques sanitaires liés à une contamination au plomb. Des taux de concentration parfois 10 fois supérieurs au seuil d'alerte auraient été détectés dans les écoles proches de la cathédrale, selon une nouvelle enquête révélée jeudi par le site indépendant Mediapart, qui accuse la ville de Paris d'avoir cherché à étouffer l'information. Les autorités locales démentent tout risque pour la santé des enfants et ajoutent que les écoles et crèches aux alentours feront l'objet d'un nettoyage approfondi d'ici la fin du mois. Une mesure toutefois habituelle durant l'été qui n'a rien à voir avec l'incendie, précise la mairie. La pollution au plomb ne semble en tout cas guère inquiéter ces riverains. C'est abstrait. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je respire bien pour vous là. On a vécu sans l'idée du plomb du tout pendant 15 jours là. Et maintenant que vous le savez? Je sais pas, je me rends compte, ça m'inquiète pas vraiment en fait. Je me dis que je vais bien. Le 15 avril dernier, l'incendie de Notre-Dame avait libéré d'importantes quantités de plomb présents sur la charpente et la flèche de la cathédrale. Si une exposition prolongée au plomb peut avoir des effets toxiques, l'Agence régionale de santé s'est montrée elle aussi rassurante, écartant tout danger lors de l'inhalation de l'air. Elle rappelle toutefois aux riverains les mesures de précaution, comme se laver régulièrement les mains ou utiliser une serpillière humide plutôt qu'un balai. Les alentours de la cathédrale continuent d'ailleurs d'être nettoyés et les jardins publics proches de Notre-Dame sont toujours fermés. Qui pour succéder à la Française Christine Lagarde à la tête du Fonds monétaire international? Les tractations se poursuivent. Le portrait des prétendants par Annelise Fantino. Il faisait jusqu'ici figure de favori, mais son seul tort serait de ne pas être assez européen. Le Canadien Mark Carney doit renoncer au fauteuil de président du FMI que s'apprête à quitter Christine Lagarde. Le nom du gouverneur de la Banque d'Angleterre ne serait plus d'actualité après le G7 qui a réuni les ministres des Finances. Historiquement, c'est un Américain qui dirige la Banque mondiale et un Européen, le FMI. Le candidat idéal doit posséder une expérience significative dans l'élaboration de politiques économiques au plus haut niveau. Reste à savoir qui sera celui ou celle qui fera consensus. Ce jeudi, le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a indiqué qu'il piloterait les discussions entre les pays de l'Union. Son homologue espagnol reste en bonne place sur la liste des pressentis. Nadia Calviño Santa Maria a supervisé le budget au sein de la Commission européenne avant d'occuper ses fonctions gouvernementales. Autre candidat en lice, Mário Centeno, ministre des Finances portugais et actuel président de l'Eurogroupe, loué pour l'équilibre qu'il a su trouver entre croissance et discipline budgétaire. La Bulgare Kristalina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale, remplit elle aussi les critères. Elle maîtrise les rouages institutionnels européens et bénéficie d'un soutien de taille, celui du secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, qui n'a pas tari d'éloges sur le travail accompli au sein de l'institution financière internationale. Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont déposé sur la Lune des instruments de mesure. Parmi eux, un réflecteur dont les scientifiques se servent toujours aujourd'hui. C'est un héritage très concret de la mission Apollo 11. On voit ça avec Jérémy Wilkes et Stéphanie Lafourcataire.
50 ans tout juste après le premier pas de l'homme sur la Lune, le programme Apollo 11, qui a rendu cette prouesse possible, perdure au nom de la science. Chaque jour sur le plateau de Calerne, dans le sud de la France, Clément Courde oriente son télescope vers le site où le module lunaire s'est posé le 20 juillet 1969. Depuis 1981, on envoie des impulsions laser sur la Lune et sur le réflecteur déposé par la mission Apollo 11, et par Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Et tous les jours, quand le ciel nous le permet, on mesure cette distance entre notre station et ce réflecteur. L'équipe de l'Observatoire de la Côte d'Azur peut mesurer la distance moyenne de 384 000 km entre la Terre et la Lune à quelques millimètres près. Chronomètre, l'impulsion elle est créée ici, top départ, l'impulsion elle sort du télescope, elle va vers le réflecteur en 1 seconde 2, elle est réfléchie, elle remet 1 seconde 2 à revenir, stop, elle est revenue. Et on a comme ça le temps de vol et on en déduit la distance. Et ça, on fait ça 10 fois par seconde. Dans ce contexte des 50 ans de la mission Apollo 11, nous en profitons pour feuilleter de vieux magazines où l'on peut voir le réflecteur qui a été placé sur la Lune à l'époque. Trop dangereuse. Donc voilà, donc ça c'est le panneau Apollo 11 qui a été déposé il y a maintenant 50 ans. Donc il y a un panneau qui fait 50 cm par 50 cm, c'est qui est équipé de 100 coins de cube. 100 coins de cube individuels comme cela. Et ça marche donc depuis 50 ans. Voilà. Mesurer les légères variations dans les mouvements de la Lune est utile pour étudier sa structure interne et ses interactions avec la Terre. On a gagné un facteur 3 sur cette estimation et donc encore, c'est un argument pour montrer que malgré le fait que ces panneaux ont été déposés il y a 50 ans, il y a toujours une science qui est réalisée et il y a toujours des questions auxquelles on doit essayer de répondre. Ce qui est frappant, c'est que l'héritage de la mission Apollo est toujours vivant ici. Les scientifiques utilisent ces instruments placés sur la Lune il y a 50 ans, chaque jour, chaque heure et chaque seconde, dès qu'ils le peuvent, et ils en tirent un formidable travail scientifique. Jeremy Wilkes at the Observatory of the Côte d'Azur for Euronews. Un mot de sport avec le coup d'envoi de la finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est à 21h. L'Algérie affronte le Sénégal. La tension monte et la ferveur est très forte dans les deux pays. Julien Pavy. Le Caire se prépare à accueillir ce soir la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football entre l'Algérie et le Sénégal. 10 000 supporters algériens sont attendus dans la capitale égyptienne pour supporter les Fennecs qui espèrent remporter la deuxième CAN de leur histoire après celle de 1990. Après avoir éliminé 2 des prétendants au titre, la Côte d'Ivoire et dernièrement le Nigeria, les Algériens affrontent le Sénégal, la meilleure équipe africaine du moment, estime Jamel Belmadi, le sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Il y a un adversaire qui s'est hissé jusqu'à la finale, qui est classé numéro 1 au classement FIFA par rapport à la zone Afrique, qui a été au mondial dernièrement. Nous n'avons pas eu cette chance d'aller au mondial en Russie. Nous avons été éliminés au premier tour de la dernière Coupe d'Afrique. Favori, le Sénégal, emmené par la star de Liverpool, Sadio Mané, n'a pourtant encore jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Et sa seule et unique finale dans la compétition remonte à l'année 2002. Un crève-cœur, se souvient le sélectionneur Aliou Cissé, qui était alors capitaine des Lions de la Teranga. Oui, 17 ans, c'est long. 17 ans, si je commence à compter 2002 à aujourd'hui, je crois qu'il y a eu plus de 5-6 CAN. Donc beaucoup de nos garçons avaient peut-être 5 ans, 6 ans. Le match se jouera également dans les tribunes et devant les télévisions dans les deux pays. À Dakar, les rues et les visages se parent de rouge, jaune et vert, les couleurs du drapeau de l'équipe nationale. Même ferveur en Algérie où des milliers de supporters ont embarqué dans des avions pour le Caire pour être au plus près de cette finale qui sera également très suivie en France où les dernières victoires de l'Algérie ont été marquées par des scènes de joie et aussi quelques débordements. La sécurité sera renforcée ce soir à Paris et dans d'autres grandes villes du pays.
Allez, on termine ce journal avec les toutes premières images du film Cats, adapté de la comédie musicale très célèbre. Taylor Swift, Jennifer Hudson, Idris Elba interprètent dans ce film des félins plus vrais que nature. Sandrine Delorme. Dès les premières images et les premières notes de Memory, les amateurs de la célèbre comédie musicale Cats sont conquis. En marge du Comic-Con de San Diego, Universal vient de dévoiler la première bande-annonce de son adaptation cinématographique de Cats. Taylor Swift, Jennifer Hudson ou encore Idris Elba jouent des félins dans cette bande-annonce. Moins populaire en France qu'aux États-Unis, la comédie musicale Cats est l'une des plus jouées dans le monde entier depuis sa création en 1982. Et c'est Tom Hooper, à qui l'on doit déjà Les Misérables, qui a eu la lourde tâche de réaliser ce long métrage, particulièrement technique, avec images générées par ordinateur pour donner aux acteurs ces allures de félin. Le film doit sortir pour Noël. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Euronews et les réseaux sociaux. Très bon week-end. À lundi.